Tout de suite, le JT. Bon début de week-end à tous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. La cérémonie d'inauguration du nouveau stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno suscite une vive émotion collective chez les amateurs et fans du sport. Une cérémonie riche en couleurs et en symboles rehaussés par la présence des plus hautes personnalités nationales et internationales ainsi que des artistes. Évariste Ndiekawsum nous en dit plus. Dès les premières heures de la matinée, l'effervescence se fait sentir autour du stade flambant neuf. L'on perçoit instantanément l'ampleur de l'événement à travers la mobilisation massive des citoyens venus de tous les horizons. Des visages rayonnants, des chants patriotiques, des drapeaux agitants avec fierté. Le peuple tchadien s'élève, uni dans une même ferveur, l'ouverture d'un édifice tant attendu. Les tribunes se remplissent rapidement, relevant une foule bigarrée. Nombreux sont les N'Djamenois qui ont fait le déplacement pour vivre ce moment unique. Cette infrastructure, symbole d'un nouveau souffle pour le sport tchadien, cristallise de nombreux espoirs. Pour beaucoup, il s'agit d'un tournoi majeur après de longues années marquées par un défi en équipement sportif moderne. C'est une grande chose pour nous, pour le Tchad ici, pour l'Afrique, de voir ce grand stade qui réunira certainement beaucoup de gens, beaucoup des icônes de football africain et aussi tchadien. Ce stade représente beaucoup pour notre pays, le Tchad. Le nouveau stade-ci, qui est surnommé Olympique Maréchal Idriss Déby Itno, c'est une stade à laquelle les Tchadiens pourront profiter. Surtout les Sao pourront profiter pour donner maintenant la force pour jouer, pour être les champions d'Afrique. Quand on fait notre entrée et puis on voit le stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno, c'est déjà un bon signe. Ça nous amène à nous souvenir de notre défunt maréchal, l'homme qui a fait pour le Tchad. Et sur le plan sportif, je pense que créer cet stade, ça va motiver les joueurs, ça va motiver les jeunes qui avant, ils ne croyaient pas en foot, mais déjà, la vision de cet stade va amener les gens, va mobiliser les jeunes à se lancer dans le sport. Et je pense que c'est déjà un bon signe de notre gouvernement. Et si seulement on continue dans cette lancée, ça va beaucoup avantager notre pays. C'est ce genre de stade qu'on a besoin de ça au Tchad. Vraiment, je suis contente. Je ne sais pas comment m'exprimer, le mot me manque quand même. Bon, je remercie beaucoup le président pour ses efforts. Et vraiment, nous les jeunes Tchadiens, on doit faire de l'effort pour aller de l'avant parce qu'on a déjà le stade ici. Vraiment, le Tchad que nous voulons, je suis vraiment contente. La cérémonie officielle est prévue pour débuter à 14h avec au programme un match de gala très attendu opposant Elec Espoir à Aiglon FC. Un moment très destiné à marquer de manière spectaculaire l'entrée en scène de ce temple du sport. Cette inauguration va au-delà des simples événements sportifs. Elle symbolise l'entrée du Tchad dans une nouvelle ère, celle de l'excellence infrastructurelle et de la valorisation du talent sportif local. Et puis le président du directeur général du groupe Electromédia, Gamba Indigoltar Ndirakor Armand, livre ses impressions sur les aspects symboliques du nouveau stade Maréchal Idriss Déby Itno. Ce stade, bien que conçu pour des événements sportifs, représente un symbole pour le pays. Le joyau architectural est un lieu de rencontre et de dialogue. Il est au micro de Ala Nathalie Krimba. Nous nous réjouissons aujourd'hui parce que le Tchad est en train d'inaugurer un plus grand stade, un joyau architectural, 30 000 places, avec, n'est-ce pas, toute la modernité. Sur le plan politique, un stade est la représentation de l'unité d'une nation, mais aussi du dialogue entre les peuples. En général, on organise les manifestations politiques dans les stades parce que c'est l'endroit où on peut rassembler plusieurs et passer un message. Donc aujourd'hui, un stade, en inaugurant ce stade Maréchal Idriss Déby Itno, je crois qu'il est important pour nous de retenir la première dimension de la symbolique,
c'est que nous devons apprendre à dialoguer. Nous devons apprendre à nous unir. Nous devons apprendre à marcher ensemble. Que les langages de la division ne soient pas notre partage, mais que nous soyons dans cette dynamique. Sur le plan économique, un stade, c'est le lieu où on voyait un peu, il y a des panneaux qui représentent les marques et les grandes marques qui sponsorisent le sport. Autrement, un stade, c'est aussi la vitrine du développement économique. Il y a lieu, n'est-ce pas, de pouvoir avancer vers une promotion de l'industrie, une promotion du commerce, pour que des grandes marques de notre pays puissent se distinguer et accompagner le développement de la jeunesse et le développement du sport. Donc le stade, c'est aussi là où on vient exhiber les meilleures marques de la nation, les meilleures marques du pays. Un stade, c'est le lieu de la compétition et de la performance. Ça veut dire qu'en termes de coaching et de développement personnel, nous devons nous rendre compte que chacun de nous doit être performant, chacun de nous doit aller vers l'excellence, chacun de nous doit travailler durement. Ce n'est pas seulement les sportifs, c'est tout le monde. Et c'est important de retenir aussi cette image-là. Un stade, c'est aussi les valeurs architecturales. On l'appelle joyau architectural parce qu'il y a une création, il y a une réflexion. Que ce stade nous amène encore une fois de plus à développer l'habitat, à développer les voiries urbaines, à développer les infrastructures de la modernité. Et je crois que c'est aussi ce qui peut être donc un élément important de ce que j'appellerais le stade. Et puis le ministre d'État, ministre secrétaire d'État, Mahamad Alabo a lancé officiellement le prix d'excellence de la jeunesse hier. Ce prix récompensera les innovants et surtout les meilleurs au baccalauréat. Ce sont de juin 2025. Suivez la déclaration du ministre au micro de Fulbert Omanan. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, jeunes du Tchad, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer le lancement de la toute première édition du prix d'excellence nationale de la jeunesse. Il s'agit d'une initiative qui ambitionne de célébrer le mérite, le talent et l'innovation de la jeunesse tchadienne, moteur du développement. Ce prix récompensera sur l'ensemble du territoire national les talents de jeunes qui décrocheront le baccalauréat scientifique avec une très forte moyenne, et ceux qui s'illustreront par les meilleures initiatives dans la recherche scientifique à impact social, l'art et la culture, la jeunesse et sport, le numérique et l'intelligence artificielle. Au-delà d'une simple récompense, ce prix est un appel au travail bien fait et à la culture de l'excellence. Et les meilleurs doivent être honorés et récompensés. C'est ma conviction. Une sélection juste et transparente guidera cette édition 2025. Libérez donc vos énergies créateurs pour l'excellence au service du progrès et du développement du Tchad. Et puis, situé dans le sud-ouest du Tchad, le lac Léré constitue un écosystème d'une richesse rare. Il abrite notamment le lamaton d'Afrique, une espèce emblématique, aujourd'hui menacée d'extinction. Ce site exceptionnel à la fois, refuge pour une biodiversité remarquable et source de vie pour les communautés locales, le fait aujourd'hui face à des menaces croissantes. Suivi à ce sujet le reportage de Diana Nepitimbaï. Le lac Léré n'est pas seulement une étendue d'eau, il est le cœur battant d'une région où les peuples riverains ont su tisser autour de cette ressource naturelle un lien de solidarité et de cohésion. Véritable trait d'union entre les différentes communautés, il est géré de manière concertée et équitable, dans un esprit de responsabilité collective. Le lac devient ainsi bien plus qu'un simple patrimoine naturel. Il est un symbole d'unité, de coexistence pacifique et de développement durable. C'est géré par différents clans. Et il y a des portions qui sont réservées. Quand vous êtes à la lisière de Léré, c'est un clan qu'on appelle le Mundanléré.
c'est eux qui vont gérer jusqu'à un certain niveau. Il y a les bandous qui vont gérer jusqu'à un certain niveau. Et puis il y a les gens de Touré. Tout le lac, c'est les Touré qui sont les responsables de tout ce qui concerne les animaux mammifères qui y vivent. Parce que le lac de Léré contient beaucoup de caïmans, contient beaucoup de lamantins et contient beaucoup d'hippopotames, en dehors des poissons bien évidemment. Et donc tout le lac est entouré par des villages et des villages historiques qui ont chacun quelque chose à raconter sur ce qu'est Léré. Et même à l'intérieur de là, il y a des zones. Là, il est divisé en des zones de mise en défense où c'est interdit de pêcher. Cependant, cet équilibre est aujourd'hui fragilisé par le changement climatique. Le lac Léré est en péril. Face à ces défis, les cadres de la localité tirent la sonnette d'alarme et plaident pour son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, espérant ainsi garantir sa protection durable pour les générations futures. Aujourd'hui, le lac court un danger. Il court un danger parce qu'il y a l'ensablement. La profondeur diminue. Avant, en termes de longueur, on avait 17 km à 19 km. Aujourd'hui, on est autour de 14 et 15 km. C'est quand même beaucoup. La profondeur, on avait jusqu'à 20, 25 mètres. Aujourd'hui, on est à peu près à 3, 2 mètres. C'est quand même très mauvais. Et en termes de largeur, avant, on était entre 6 et 8 km. Aujourd'hui, c'est autour de 8 km de manière générale. La moyenne, c'est 8 km. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'ensablement. Et les berges sont en perpétuelle érosion. C'est pour ça qu'on voudrait que ces lacs-là soient inscrits sur la liste du patrimoine de l'humanité, patrimoine mondial de l'humanité. Comme ça, on peut mieux procéder à sa conservation et en faire en sorte que ça soit vraiment un bien pour tous les Tchadiens. Consciente de l'urgence, il faut des initiatives pour préserver cet écosystème fragile. Préserver le lac Léré, c'est ainsi préserver un pan essentiel de l'identité tchadienne et de son patrimoine naturel. Voilà, et puis en santé, l'élimination de la trypanosomiase humaine, maladie du sommeil par le Tchad, est un succès majeur de la santé publique reconnu d'échelle internationale, en particulier par l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie a été rendue officielle le 21 mai 2025 par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Roselyne Ndikouboua, nous en dit un peu plus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, félicite le Tchad pour l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil, à l'occasion de la 78e Assemblée générale de la santé tenue le 18 mai 2025 à Genève. Le Tchad fait partie des pays fortement touchés, notamment dans la région du Mandoul. Les actions entreprises par le Tchad dans le domaine de la santé publique sont entre autres le dépistage actif et passif des cas avec des équipes mobiles dans les zones endémiques, le traitement rapide et gratuit des personnes infectées, la lutte vectorielle avec le déploiement des pièges à mouches tétées, les partenariats internationaux, notamment avec l'OMS, les Médecins sans frontières et d'autres organisations. En mars 2024, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a officiellement déclaré que le Tchad a éliminé la maladie du sommeil comme problème de santé publique après plusieurs années sans aucun nouveau cas signalé dans certaines zones endémiques. Le Tchad est le 5e pays africain à atteindre ce statut. Cela démontre l'efficacité des stratégies de santé publique dans le contexte difficile. La suite de l'actualité, le phénomène d'abandon des enfants est de plus en plus répandu dans la capitale et dans les provinces du Tchad. Il est constaté une augmentation significative des cas d'abandon des enfants par les parents, ce qui soulève une inquiétude au sein des communautés. Le sujet a retenu l'attention de Golmoum Ali Emmanuel.
abandon des nourrissons dans les rues, les caniveaux, ainsi que les ventes d'enfants. Chaque jour, des vies innocentes sont mises en péril. Pourtant, il est du devoir de chacun d'agir pour les protéger. Ces actes dramatiques, qui semblent se multiplier ces derniers temps, méritent une réflexion urgente et collective. L'assistante sociale Solken Mamadé déplore ces actes tragiques et appelle à une prise de conscience collective. Parce que c'est notre enfant pour nous, là. Nous les Tchadiens, c'est notre enfant. On ne peut pas abandonner l'enfant comme ça. Il faut chercher la cause, mais il faut serrer la ceinture pour garder l'enfant. Si tu ne travailles même pas là, tu descends dans des ménages, tu laves les habits des gens, on va te donner quelque chose pour nourrir ton enfant. Moi, je ne peux pas abandonner mon enfant comme ça dans la rue. Ça fait mal, ça fait mal. Donc l'État doit voir ce côté-là même. Là. Il faut l'État créer une institution pour les enfants abandonnés comme ça. Comme ça, là, on amène ça au niveau de l'institution. On recrute les gens pour garder ces enfants-là. C'est nos enfants, non? C'est nos enfants. Donc l'État doit créer quelque chose pour séparer des choses comme ça. Cas d'abandon témoigne le plus souvent d'une détresse profonde et d'un manque de soutien pour les parents en difficulté, explique le sociologue Luyangbe Christian, qui souligne qu'il est essentiel que chaque acteur prenne conscience et agisse pour prévenir ce phénomène. Donc la sensibilisation doit commencer au sein d'abord des familles pour sensibiliser les jeunes. Mais les adultes aussi, parce qu'il y a des adultes irresponsables, comme je venais de le dire. Donc ça engage toute la société. Au moment où la vie coûte cher, il ne sert à rien de prendre des risques ou d'aller en aventure. Donc il faudrait qu'on puisse s'assumer lorsqu'il y a ce cas, s'il n'y a pas de process, il faut qu'on s'engage, quelles que soient les difficultés, à prendre en charge celles qui portent cette process jusqu'à l'accouchement et s'occuper même de l'enfant qu'elle va porter. Maintenant, l'État aussi a une part de responsabilité dans cela. S'il y a pauvreté, c'est parce que l'État ne s'occupe pas bien des citoyens. Si les citoyens ont suffisamment de moyens pour s'assurer la vie, pour mener une vie décente, je crois qu'on n'arriverait pas à cette situation-là. Il est essentiel d'organiser des campagnes de sensibilisation ou des réunions communautaires pour aborder cette situation préoccupante avec la collaboration des parents, des institutions de la société civile, afin de conscientiser la population sur cette problématique et pour mettre en place des solutions efficaces afin de prévenir ce phénomène d'abandon d'enfants. Depuis les conflits survenus à Mandaka, au sud du Tchad, un bon nombre de citoyens utilisent les réseaux sociaux pour s'en prendre à une telle ou telle communauté. Ce comportement favorise pas la cohésion sociale. Labara Midim nous en dit un peu plus. Les statistiques montrent une augmentation inquiétante des discours de haine et de fake news sur les réseaux sociaux dans le pays de Toumaï, surtout avec les récents événements de Mandakao. De nombreux contenus violents ou diffamatoires circulent. Des groupes organisés en profitent pour répandre des messages toxiques et inciter à la haine. Ces comportements déviants ont des conséquences directes sur la société. Ils favorisent la polarisation, alimentent le harcèlement en ligne et nuisent à la santé mentale des utilisateurs, surtout les jeunes. Nombreux sont des jeunes qui se retrouvent affectés par cette situation et subissent des passions et intimidations à travers des commentaires dégradants ou injurieux. Ce sont ces acteurs-là qui, autrefois, ils criaient avec des associations, ils disent que l'association pour la paix, la cohabitation pacifique et autres, ce sont ces acteurs-là qui sont actuellement versés dans ces messages de haine. Les personnes même qui disent qu'ils sont en train de lutter pour la paix, la cohabitation pacifique et autres, est-ce qu'elles sont conscientes, ces personnes-là, du mot cohabitation pacifique, du mot paix? Pour contrer cette dérive sociale, plusieurs actions doivent être mises en place. D'une part, il est essentiel de renforcer la législation encadrant l'utilisation des réseaux sociaux et d'autre part, les plateformes elles-mêmes doivent investir davantage dans la modération du contenu et sensibiliser leurs utilisateurs aux bienfaits d'une communication respectueuse, le tout sous le regard du gouvernement. Aujourd'hui, avec les événements douloureux de Mandakao, les conséquences sont déjà là. Mais est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des conséquences pour agir? Il faut une campagne, une sensibilisation bien avant que ces cas-là arrivent. Comme ça, les citoyens et autres sont déjà avertis. Aujourd'hui, les réseaux sociaux
sont un couteau à double tranchant. Il faut une utilisation responsable des réseaux sociaux. Si l'État décide, il peut stopper tous ces messages de haine qui circulent. On a des autorités de régulation qui sont là. Il faut mettre en place des mécanismes de surveillance et de signalement en cas de messages de haine sur les réseaux sociaux et automatiquement on sanctionne ces personnes. C'est possible à travers l'ARCEP et autres institutions qui sont là. Les réseaux sociaux sont un outil puissant et efficace. Cependant, il faut savoir les utiliser, car s'ils sont mal utilisés, cela peut avoir des effets dévastateurs. Il est de notre responsabilité collective d'agir pour promouvoir une utilisation civique et respectueuse de ces plateformes. Restons vigilants et unis face aux dérives numériques. Et puis l'association des évangéliques en Afrique a tenu sa 13e assemblée générale le 20 mai et prendra fin le 24 mai 2025 à Nairobi au Kenya. Cet événement a marqué une nouvelle étape pour l'organisation avec l'élection de son nouveau bureau exécutif chargé donc de guider la mission évangélique sur le continent africain. On en parle avec Josephine Koulibaly. L'Association des évangéliques en Afrique renouvelle son leadership lors de sa 13e Assemblée générale à Nairobi. Plusieurs figures influentes du christianisme évangélique ont été élues pour diriger l'association. Élu président, révérend Dr Jean Libom Liking du Cameroun, vice-président, Bishop Nevers Mitparousta du Zimbabwe, secrétaire général, révérend Dr Master O Matslaupi de Botswana, trésorière général Sepia Fili Mutua du Kenya. L'Association des évangéliques en Afrique regroupe des fédérations évangéliques réparties dans 57 pays africains. Ces pays sont organisés en 7 grandes régions identifiables avec ses différentes couleurs. Région du Nord-Ouest en couleur verte, région du Nord-Est en violet, Afrique de l'Ouest en orange, région centrale en couleur verte, Afrique de l'Est en couleur jaune, Afrique australe en couleur rouge, région des îles de l'océan Indien en bleu. Avec ses nouveaux bureaux exécutifs, elle entend renforcer son action évangélique, promouvoir l'unité chrétienne et répondre aux enjeux socio-économiques qui touchent les communautés évangéliques du continent. L'organisation s'engage à œuvrer pour le développement de l'éducation, du leadership chrétien et de l'impact social des églises africaines. Alors que l'Afrique continue d'évoluer dans un contexte complexe, l'AIA mise sur le renouvellement du leadership pour insuffler une dynamique forte et affirmer son rôle au sein du paysage évangélique international. Et puis une maison propre attire le respect, par contre celle sale attire les mouches. Ainsi prend fin notre édition. Restez donc en compagnie de nos programmes. Merci à la réalisation et à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse donc tout de suite avec Fulbert Oumanang et Aladjef pour un décryptage de la cérémonie d'inauguration du nouveau stade de Maréchal Idriss Déby Itno. Au revoir.